Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Diago. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. L'une des aspirations du gouvernement est de faire du Mali un pays de production de ciment par excellence. Information issue de la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce dans 3 usines de production de ciment dans le cercle de Kati. On en parlera au début de ce journal. L'impact des déchets plastiques sur la santé et l'environnement, c'est la problématique que la chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui, une question importante qui interpelle tous les Maliens. Au menu de la page sport essentiellement consacrée au football, on parlera des transferts des joueurs qui se poursuivent en Europe et au plan national. L'actualité est dominée par l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT. Le président sortant a été réélu par les acteurs du football malien avec 61 voix pour et bien sûr sur 63. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement ambitionne de faire du Mali un pays de production de ciment par excellence. Vision partagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les responsables des 3 usines de production de ciment dans le cercle de Kati qu'il vient de visiter. De ce déplacement, on retient aussi que ces usines produisent 2 800 000 tonnes de ciment par an, soit 70% de la consommation nationale. En termes de création d'emplois, c'est plus de 9 000 emplois directs avec un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. Mamadi Kone. Promouvoir l'industrie et la consommation locale à l'horizon 2026, telle est l'ambition du gouvernement du Mali. Une ambition partagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les responsables des 3 usines de production de ciment du Mali lors de cette visite. Diamond Cement Mali est la première unité à recevoir la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Construite il y a plus de 10 ans à plus de 22 milliards de francs CFA, l'unité industrielle a une capacité de production de 700 000 tonnes de ciment par an. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à la société Ciment et Matériaux du Mali, implantée depuis 2004. L'usine financée à hauteur de 20 milliards emploie 150 personnes. Elle a une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. À partir du moment où nous arrivons à produire 2 800 000 tonnes sur un besoin de 4 millions, ça veut dire que nous couvrons aujourd'hui 70% de nos besoins de consommation à travers ces 3 cimenteries. Ces 3 cimenteries, c'est aussi 250 milliards de chiffre d'affaires pour 990 emplois directs et 315 emplois indirects. À l'échéance de 2 ou 3 ans, l'ensemble de ces 3 cimenteries vont produire plus de 4 millions de tonnes de ciment. Donc ça veut dire que dans 3 ans maximum, le Mali pourra être autosuffisant en production de ciment. Inauguré en 2016, Ciment d'Afrique Mali, CIMAF, a une capacité de 500 000 tonnes par an, extensible à 1 million de tonnes. CIMAF, qui est une cimenterie de dernière génération, au dire de ses responsables, est un investissement de 22 milliards de francs CFA. Elle ambitionne d'ouvrir une nouvelle usine à Sikasso. Ousmane Diallo, directeur général de CIMAF Mali. Nous avons évoqué le problème d'électricité, quand même qui est un problème que l'industrie malienne de façon générale connaît, et en particulier les cimenteries, de nous accompagner dans les projets d'extension que nous sommes en train d'envisager maintenant. Dans les 3 usines, le ministre de l'Industrie et du Commerce a renouvelé l'appui, l'engagement et le soutien des autorités de la transition aux responsables avant de les inviter à respecter les normes. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Vous avez assisté dans ces derniers temps, il y a énormément d'immeubles qui s'écroulent à Bamako et dans les régions. Je pense que le respect des normes est une exigence réglementaire à laquelle nous accordons une très grande importance.
Pour mieux protéger les industries maliennes, le ministre a promis une lutte implacable contre la fraude et la concurrence déloyale avec l'appui d'autres départements ministériels. Le ministre a par ailleurs invité les 3 usines à apporter leur contribution dans la réhabilitation de la route en mauvais état. Nous avons aussi demandé à ces 3 cimenteries d'avoir un comportement citoyen. Nous avons constaté que ces 3 cimenteries ont fortement dégradé la route et nous allons demander leur contribution pour que la route soit construite par eux. Ce sera une contribution citoyenne. Le ministre de l'Industrie et du Commerce les a enfin invités à veiller sur la sécurité des agents sur le lieu de travail. Réunion technique hier des groupes de travail du Mali et de l'aménagement sur la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait de l'aménagement du Mali. Les 2 parties se sont penchées sur le bilan de la première phase du processus de retrait, le point des négociations sur le projet accord cadre entre les Nations Unies et le Mali et les préparatifs de la 2e phase de retrait. Nohom Sissoko. Le processus de retrait de l'aménagement se poursuit normalement et conformément au chronogramme établi. C'est ce qui ressort de la réunion technique entre l'aménagement et les groupes de travail chargés de la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative au départ des forces onusiennes du Mali. La rencontre a procédé à une évaluation minutieuse de la première phase du processus de retrait et d'autres aspects y afférents. Dr Mamadou Diallo, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous venons de conclure la première phase du processus de retrait. De nos échanges, nous avons pu comprendre que cette phase s'est véritablement bien passée. 4 bases ont été rétrocédées à l'État malien, mais également nous avons évoqué les difficultés que nous avons constatées, et notamment sur les questions environnementales, les visites de terrain, et pour lesquelles véritablement des mesures ont été prises. Il y avait lieu également d'échanger pour pouvoir bien préparer la seconde phase, parce que la seconde phase va commencer officiellement le 1er septembre, mais c'est beaucoup plus vers mi-septembre, à partir du 15, qu'il y aura encore le transfert d'autres camps à l'État malien, ce qui va s'étaler jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 1er janvier maintenant, ça va être ce qu'on appelle la phase de liquidation. À l'aménagement, tout porte à croire que le retrait s'effectue à la satisfaction de toutes les parties et que les efforts vont se poursuivre pour mener le processus à son terme. El Haji Ibrahim Adjan, directeur de cabinet de l'aménagement. Tous les problèmes qui ont surgi dans la première phase ont été discutés, établir des meilleures pratiques et tirer des leçons qui vont améliorer et rendre encore plus harmonieux la deuxième phase. Donc une deuxième phase qui s'appuie donc sur les leçons de la première avec le transfert des 4 camps, la rétrocession aux autorités civiles maliennes et le programme qui a été confirmé, affiné pour la deuxième phase. Les 2 parties sont résolument déterminées pour une mise en œuvre conforme au plan de retrait dans le délai imparti. Présentation par la HAC et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux du rapport de monitoring de l'inclusion des jeunes dans les programmes de chaînes de télé. Un rapport de plus de 20 pages qui met en lumière un certain nombre de données sur une dizaine de télévisions au Mali. Boubacar Bablin Touré. Après la tenue d'un atelier sur l'état des lieux en matière d'inclusion des jeunes dans les programmes des médias audiovisuels au Mali, l'heure est à la présentation du rapport de monitoring issu du dit atelier aux responsables des médias. Ce rapport de plus d'une vingtaine de pages vise à attirer l'attention de ces responsables d'organes de médias pour l'amélioration de l'inclusion des jeunes dans les programmes des médias, en l'occurrence la télé. Le rapport est produit par la Haute Autorité de la Communication HAC en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES sur financement de l'USAID. Mathias Unkwe, directeur pays IFES Mali. Cette initiative a commencé par le développement d'un ensemble d'indicateurs dont se sert le Centre de monitoring et de contrôle des médias de la HAC pour produire des rapports périodiques sur l'état des lieux en matière d'inclusion des groupes vulnérables dans les programmes de médias au Mali. Le document en question se focalise sur les données d'une dizaine de chaînes de télé. Des données en rapport notamment avec le pourcentage des jeunes qui interviennent dans les programmes de télé en fonction des langues et les types d'émissions, la fréquence des présentations des jeunes, les qualités des jeunes qui participent au débat. Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL. Ce rapport, c'est important à double titre.
D'abord, ça nous permet d'interroger le grand maximum de la jeunesse malienne pour qu'ils donnent leur point de vue sur la vie de leur pays, sur leur activité, sur tout ce qui se passe à travers le Mali. Mais aussi, nous qui sommes au niveau des médias audiovisuels, ça nous encourage à accorder vraiment une importance capitale à cette couche juvénile. Gaussou Koulibaly, président de la HAC. Le constat du faible niveau d'inclusion est bien perceptible, au-delà du rapport objet du présent atelier. En vue de rassurer les uns et les autres, s'agissant des constats du rapport, je m'empresse de vous dire que ce faible niveau d'inclusion des jeunes n'est pas l'apanage de la presse, encore moins des télévisions concernées par le rapport de monitoring. S'il en est ainsi, il n'en demeure pas moins cependant que la presse, notamment audiovisuelle, a un rôle capital à jouer pour le changement. Cet atelier de présentation du rapport de monitoring de l'inclusion des jeunes dans les programmes des chaînes de télé a regroupé, outre les délégués de la HAC, les responsables des médias de 5 régions du Mali et du district de Bamako. En troisième région, les préoccupations des services techniques des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala sont au centre d'une rencontre de 2 jours dont les travaux ont débuté hier. Un cadre initié par les gouverneurs des 3 régions avec l'accompagnement de Mercy Corps à travers son projet Beni Bassigui. Moustapha Doumbia. C'est un cadre interrégional d'échange initié par les gouverneurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Il s'agit au cours de cette rencontre de réfléchir sur les préoccupations des services régionaux. L'initiative bénéficie de l'accompagnement du projet Beni Bassigui, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Mercy Corps. Youssouf Atayer, point focal de Mercy Corps à Sikasso. Au vu des différentes interactions, la question de collaboration et des synergies d'action entre les services techniques apparaît comme un défi majeur à relever pour les plus hautes autorités. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Ces cadres qui suscitent beaucoup d'espoir auprès des populations des 3 régions, Sikasso, Bougouni et Koutiala, est marqué par une volonté sans cesse renouvelée des autorités administratives et politiques de ces régions de faire d'une part le point de l'ensemble des contraintes qui entravent le fonctionnement des circonscriptions administratives et d'autre part, trouver les solutions idoines afin d'amorcer une vision partagée du développement basé sur un climat de paix et de concorde sociale. À l'ouverture des travaux, les gouverneurs des régions de Bougouni et Koutiala ont respectivement rappelé les principes qui guident l'action gouvernementale et les attributions du gouverneur général de brigade Keba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni. Seuls nous pouvons aller vite, mais ensemble nous allons aller loin. Les 3 régions sont liées sur des valeurs séculaires, donc à nous de nous entretenir pour voir le 3e principe de l'action gouvernementale à mettre en œuvre, c'est-à-dire l'intérêt des populations qui se trouvent dans nos circonscriptions. Parce que chacun a des particularités, mais ensemble, nous allons avancer. Général de brigade Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. C'est la même population. Cette rencontre est à l'avantage de nos populations. Parce qu'une compréhension qui va sortir d'ici aujourd'hui, ça sera pour faciliter la tâche à la population qui est sur le terrain et pour laquelle on est là. Le cadre interrégional d'échange qui dure 2 jours enregistre la présence des services techniques des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. En prélude à la rencontre, les gouverneurs de Sikasso, Bougouni et Koutiala ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. 7h passées de 13 minutes, à présent la page internationale. Après une mini-tournée dans la sous-région au sujet de la situation au Niger, l'Algérie a pris hier, mardi 29 août, l'initiative de proposer un plan de sortie de crise en 6 points qui passe notamment par une transition de 6 mois au Niger. Le schéma en question exclut l'intervention militaire. Il propose une conférence internationale ainsi que des assises politiques
inclusive au Niger dirigée par une autorité civile. Au Sénégal, le départ des pirogues clandestines vers les îles Canaries sont toujours nombreux. 168 candidats sénégalais à la migration secourus au large de la Mauritanie sont en train d'être rapatriés au Sénégal. Ils étaient bloqués depuis le 24 août à bord d'un patrouilleur de la garde civile espagnole. La Mauritanie refusait de les laisser débarquer sur son sol. Pour terminer, pour la troisième nuit consécutive, des manifestations nocturnes ont sillonné les rues de la capitale libyenne Tripoli, toujours en protestation à la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière à Rome entre la ministre libyenne des Affaires étrangères et son homologue israélien. Les manifestants ont coupé plusieurs routes en brûlant des pneus et ont scandé des slogans appelant à la démission du gouvernement. Lundi, le premier ministre libyen a démis sa ministre de ses fonctions, essayant ainsi de contenir la colère générale. L'actualité sportive est essentiellement consacrée au football. En Europe, les transferts des joueurs se poursuivent sur le continent. Le gardien camerounais André Onana signe son grand retour au sein des Lions indomptables. Au plan national, l'Assemblée générale extraordinaire élective a eu lieu. Le président sortant Mamoudou Touré a été réélu par les acteurs du football malien avec 61 voix sur 63, donc à la tête de la FEMAFOOT. Le développement avec Arédou Matina. Mamoudou Touré Bavier se succède à la tête du football national. Seul candidat en lice après l'invalidation de la candidature de Salah Babi par la commission d'appel des élections, le président sortant lors de cette assemblée générale extraordinaire élective est réélu par les acteurs du football malien pour un nouveau mandat de 4 ans. Mandataire de la liste de Mamoudou Touré Bavier, Toubaï Koné, au sortir de la victoire, avec humilité, en appelle l'ensemble des acteurs pour faire face aux défis. L'élection de cette équipe fédérale ne signifie ni la victoire d'un camp, ni la défaite de l'autre. Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent notre football. Cependant, nous nous empressons de le souligner. Bavier et son équipe ne sont pas ses vainqueurs triomphalistes. C'est pourquoi nous nourrissons l'espoir que nos frères de l'autre côté vont nous rejoindre bientôt pour qu'ensemble, nous bâtissions le football malien de demain. Les participants à cette assise étaient les délégués des 9 ligues régionales, les délégués des 16 clubs de première division, ceux des 9 clubs champions de deuxième division et les délégués des 3 groupements sportifs, ce qui fait 80 voix et en la matière, il faut avoir 41 voix pour être président. La présente Assemblée générale extraordinaire élective revêt une importance capitale pour la CAF et la FIFA qui étaient représentées par 5 personnes dont le premier vice-président de la Confédération africaine de football, le Sénégalais Maître Augustin Senghor. Les superviseurs au terme des travaux saluent l'esprit de transparence et de fair play qui ont prévalu lors de l'Assemblée. Maître Augustin Senghor, premier vice-président de la CAF et membre de la FIFA. Au nom du président Gianni Infantino, au nom du docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, vous dire un grand merci. L'image que le football veut donner au monde entier, c'est une image de rassembleuse, une image de rapprochement, une image de fraternité, de sportivité, et c'est ce que nous avons vu ici. Les gens ont voté librement, tranquillement, et ont fait le choix qui est celui de leur conviction et de leur conscience. Et ce choix-là, c'est apparemment un choix de continuité, de stabilité. Présidé par les autorités sportives à travers la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, la DENSEP, au nom du ministre en charge des sports, se félicite de sa collaboration avec la FEMAFOOT. Abdul Aziz Maïga, DENSEP. Les synergies entre la Fédération malienne de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, sont fortes. Et nous sommes résolument engagés à poursuivre nos efforts de collaboration pour le bonheur du football. Le gouvernement du Mali veillera en ce que le concerne au respect des textes. Les travaux se sont déroulés dans un climat serein et convivial et le chrono tourne désormais pour la liste de Mamoudou Touré Bavier en termes d'action pour le développement du football malien.
Sur le continent, dans le cadre de la trêve internationale, le sélectionneur du Cameroun a dévoilé sa liste des 24 joueurs. La grande nouvelle est le retour du gardien de but André Onana avec les Lions indomptables. Le portier de Manchester United avait quitté la sélection camerounaise durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar en raison d'un différend avec son sélectionneur. L'Espagnol Jordi Alba met un terme à sa carrière internationale après 12 ans de bons et loyaux services avec la Roja, c'est-à-dire la sélection espagnole. Jordi Alba a porté 93 fois le maillot de la Roja. Il a fait ses débuts sous le mandat de Vicente Del Bosque le 11 octobre 2011 contre l'Écosse. Il sort par la grande porte suite à la victoire de l'Espagne face à la Croatie en finale de la Ligue des Nations en juin dernier. Au registre des transferts, le défenseur français du Bayern Munich, Benjamin Pavard, se dirige vers le club italien de l'Inter Milan. Selon l'Italien Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, l'Inter Milan et le Bayern Munich se sont mis d'accord pour le transfert de Benjamin Pavard. À 27 ans, le champion du monde 2018 va ainsi connaître un nouveau tournant dans sa carrière en rejoignant le finaliste de la dernière Ligue des Champions après avoir passé 7 saisons en Allemagne. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement aborde aujourd'hui une problématique qui interpelle plus d'un. Il s'agit de la prolifération des déchets plastiques ici à Bamako. Cette problématique, qui est une évidence aux yeux de tout le monde, a des conséquences graves sur la santé et l'environnement. Suivons Agibou Koulibaly pour mieux cerner la dangerosité de ces déchets plastiques. Les déchets plastiques constituent un vrai problème de développement et de gestion de notre environnement. Presque toutes les localités, villes, villages de notre pays sont envahis par des emballages et des sachets en plastique abandonnés dans la nature après usage par les populations. C'est pourquoi ils sont devenus une menace omniprésente pour la santé publique, les moyens de subsistance et l'environnement. Diallo Oumou Modibo Keita, directrice exécutive de Jeunes volontaires pour l'environnement. Un plastique, c'est un élément qui est non biodégradable et dont la durée de vie est assez longue concernant sa dégradation en cas d'exposition ou en cas de relation avec la terre. L'impact des sachets plastiques se manifeste en milieu rural par la dégradation des terres de culture. Leur consommation constitue un danger pour le cheptel. Oumar Lamine Diaby, fondateur et gérant du centre de recyclage et de transformation des déchets plastiques. Et ça impacte sur les animaux parce que quand ça se décompose en particules, les animaux les mangent et ce qui fait que en fait ça crée pas mal de problèmes. Et comme c'est du pétrole, le plastique est vraiment très très nocif pour la santé de l'homme. Des acteurs y ont trouvé une opportunité. Ils transforment ces déchets en objets utilitaires. Lamine Dambélé, PDG de Macro-Ouest. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ouvert leurs portes pour les PET, les H2PE, les PPE, toutes sortes de plastiques qui sont réutilisés ici pour faire des chaussures. Pour que ces solutions peuvent être durables, il faut que l'État intervienne. Parce que si ces entreprises préparent ces pavés, personne ne les achète. La deuxième solution est que toutes les industries qui produisent les plastiques, eux, ils doivent être taxés. Les déchets plastiques ne se dégradent pas aussitôt. Ils restent pour longtemps. Les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini. À défaut donc de pouvoir arrêter leur fabrication et leur utilisation, il est nécessaire de multiplier les efforts pour les rendre utiles en les recyclant. Les secteurs publics et privés doivent travailler de concert pour la gestion des déchets plastiques. 7h passées de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tunkara. Mamadou Diallo a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Ousmane Dao. La mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré. Restez connectés tout à l'heure, la page météo avec Mamadou Keita et les avis et communiqués avec Doudou Tembeli. Bonne journée à vous, que le bon Dieu nous protège.